Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bon, je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie le connaissent déjà, mais je le présente malgré tout pour les nouveaux arrivants. François Bousquet, directeur de la Nouvelle Librairie et rédacteur en chef d'Éléments. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Et vous venez aujourd'hui pour un livre que vous éditez, celui de Dominique Vénère, Carnet rebelle, qui est un inédit. Le samouraï de l'Occident, Dominique Vénère, que les auditeurs de Radio Courtoisie d'ailleurs connaissent très bien. Et je vous propose, moi, de commencer par la fin. Le 21 mai 2013, c'est le jour de la mort de Dominique Vénère. Il était justement attendu à Radio Courtoisie. Oui, exact. Il devait participer à une émission avec Philippe Conrad. Sauf erreur de ma part, Jean-Yves Le Gallou et Bernard Lugan. Il a participé pendant une vingtaine d'années, je pense, je ne vais pas dire de bêtises, aux émissions de Radio Courtoisie. C'est une des personnalités de la radio, avec Jean Ferré, avec Dominique Paoli aujourd'hui. Il y avait également Dominique Vénère. Et oui, il dîne avec Lugan à midi, Jean-Yves Le Gallou et Bernard Conrad. C'est les mousquetaires. C'est lui le mousquetaire. En l'occurrence, les autres, c'est Athos, Porthos, Aramis. Et il le quitte, sur quoi lui, il se dirige vers Notre-Dame, et eux vers Radio Courtoisie, le boulevard Murat, où ils apprennent en direct, de mémoire, parce que ça nous ramène presque 10 ans en arrière, où ils apprennent en direct, enfin non, ils le savaient déjà, mais où ils annoncent en direct la mort volontaire de Dominique Vénère. Et apparemment, ils ne s'y attendaient absolument pas. Non, il les a, alors il faudrait en parler avec les uns et les autres, mais il les réunit ce jour-là pour leur annoncer sa décision, son choix. C'est un choix évidemment brutal, inattendu, radical, mais qui ressemble beaucoup à la personnalité de Vénère, parce que c'est une personnalité inflexible, intransigeante, d'une très grande cohérence. Il y a une adéquation entre la vie et la mort, entre tout au long de sa vie, entre la pensée et les actes. Donc il a mis sa peau sur la table, sur l'Hôtel-Dieu. On en reparlera de Notre-Dame. Ça a heurté les catholiques, mais je crois que ce jour-là, lui qui était assez peu chrétien, est rentré pour la première fois, au sens métaphorique du terme, dans l'Église, puisque ce qu'il a cherché à faire, me semble-t-il, à travers cette mort, c'est unir l'Europe pré-chrétienne et l'Europe chrétienne. L'unir pour faire face aux défis de l'Europe post-chrétienne, qui est la nôtre depuis 20 à 30 ans. Il avait laissé une lettre d'ailleurs sur place. Il a laissé une lettre qui a été publiée dans la foulée, et il a envoyé au cercle des proches, au premier cercle, mais aussi au deuxième et troisième cercle, un courrier. Donc tous les proches de Dominique Vénère ont, 48 heures après son décès, ont reçu un courrier manuscrit de Dominique Vénère, leur expliquant son geste, et ce qu'il attendait des générations qui viennent. Puisque cette mort chez Vénère, elle a été conçue précisément comme une négation de la négation, comme une mort de la mort, comme un suicide du suicide, pour sortir les Européens de ce qu'il appelait leur état de dormition, de léthargie, comme dans l'univers des fées, comme dans l'univers des maléfices. Eh bien, il y a un maléfice qui nous afflige, c'est cet état de dormition, de passivité. Et il a voulu que cette mort constitue une sorte de coup de semonce. Moi, je la compare à l'olifant de Roland dans le défilé de Roncevaux. C'est pour nous Français, c'est pour nous Européens, surtout la dimension européenne chez Vénère. Pour nous, c'est quelque chose qui scande notre appartenance à la nation, à notre peuple, depuis plus de 1000 ans, et s'inscrit dans cette histoire. Cette mort s'inscrit dans cette histoire, me semble-t-il. Une mort digne d'un samouraï aussi. D'un samouraï, d'un général romain. C'est une mort romaine aussi, mais oui, un samouraï, puisque le testament de Vénère, c'est le samouraï d'Occident, c'est le seppuku, qu'on appelle plus communément le harakiri, donc c'est la mort des guerriers, la mort des guerriers. Alors pour dissiper, je dirais, le malentendu sur le lieu, d'abord Notre-Dame, je cite Dominique Vénère, qui décrit pourquoi. Il décrit Notre-Dame de Paris, lieu hautement symbolique que je respecte et admire, elle qui fut édifiée par le génie de mes aïeux sur des lieux de culte plus anciens rappelant nos origines immémoriales. Donc, effectivement, comme tout ce qu'a fait Dominique Vénère, c'est absolument pensé et conçu. C'est pas un geste de désespoir comme certains l'ont cru, parce qu'il avait 78 ans, si je ne m'abuse. C'est ça. Pas du tout. D'ailleurs, dans ces carnets que vous publiez à la Nouvelle Librairie, les carnets rebelles de Dominique Vénère, un inédit absolu, puisque ce sont les ayants droit qui ont retrouvé ces carnets manuscrits et vous les publiez. Les 10 dernières pages, qui datent pourtant de 1991, donc bien avant la mort volontaire, sont consacrées avec des citations de Nietzsche par le bien et le mal, etc., au suicide en tant qu'acte volontaire et choix de liberté, ce qui nous différencie des animaux. Ouais. Alors évidemment, pour
eu égard à la théologie chrétienne, c'est ce qu'on a, la théologie, c'est ce que la théologie appelle un suicide philosophique. Parce que les chrétiens ont été confrontés à la mort volontaire chez les Romains. Donc moi, je trouve que cette mort, elle est éminemment romaine. C'est une mort d'un général romain. Il y a une fascination pour la mort tout au long de son existence. Il n'y a pas de vie après la mort chez lui. Donc il ne se projette pas dans l'au-delà. Tout est immanent. Il y a une fascination pour les armes, une fascination pour les couteaux, pour la froidure, pour du métal, très tôt, vers 8, 9, 10 ans. Mais le soleil et l'acier de Mishima. Voilà, on retrouve Mishima. De toute façon, il y a une cohérence. La même chose chez Drieu. Drieu, dans son journal, mais surtout dans son récit secret posthume, nous apprend qu'à 8, 9 ans, il est fasciné par les outils qui peuvent mettre à mort. Donc il y a cette dimension-là est indiscutable chez Vénère, mais l'essentiel dans mort volontaire, c'est volontaire. C'est un acte de la volonté libre. C'est ça l'essentiel. Alors on va revenir au carnet. Là. On a évoqué effectivement, on a commencé par la fin parce que ça s'imposait. On va revenir à ces carnets qui ont été écrits entre 1982 et 1991. Je rappelle que c'est le premier volume, mais il y en aura bien d'autres. Peut-être une dizaine. Exact, Jean-Louis. Alors, ce qui est intéressant, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez caviardé quelque peu ces carnets ou est-ce qu'ils sont publiés dans leur intégralité? Parce que, ayant croisé aussi Dominique Vénère et l'ayant beaucoup lu dans ces deux revues d'histoire, et son œuvre littéraire également, il est beaucoup plus sincère et direct. Est-ce que c'est parce que ces carnets n'étaient pas voués à publication? Parce qu'évidemment, c'est posthume. Il y a un mystère sur ces carnets. Moi, je pense que Vénère les commence en 72. Mais d'abord comme un vadémécum, comme un florilège de citations. Donc, ça, on n'a pas pu le reprendre parce qu'il y a des problèmes de droit. Donc, quand il le commence, il ne sait pas où ça va le conduire. Sauf de ma part, mais ce sera Guillaume Vénère, qui est son exécuteur testamentaire, de le confirmer. Il les évoque dans son testament, mais sans plus de précision. Il les a laissés à sa dernière femme, à sa veuve, Clotilde Vénère, qui est venue vers nous qui m'en a parlé il y a 4 ans et qui est venue vers nous avec ses carnets il y a 2 ans. Et en les lisant, je me suis dit non, c'est une œuvre littéraire en soi. C'est peut-être même la grande œuvre, le grand œuvre de Dominique Vénère. Donc la publication s'impose. Et comme dans tous les journaux littéraires, évidemment, c'est sans filtre. Alors c'est Dominique Vénère. Chez Dominique Vénère, il y a une pudeur animale. Il est habité par une pudeur animale, par une discrétion. Donc nous, on avance sur la pointe des pieds quand on rentre dans le journal, mais de fait, il remplit les blancs du cœur rebelle, les blancs du samouraï. On apprend beaucoup de choses. Pour la future biographie de Dominique Vénère, c'est très très précieux, en particulier les 2 premiers carnets sur sa jeunesse, dans le volume 1, à jeunesse, adolescence, engagement militaire. On apprend beaucoup de choses, alors qu'il était très très réservé. Donc oui, même pour rebondir sur ce que vous dites, Jean-Louis, il y avait quelque chose de vraiment de bridé chez lui, par la tenue, une carapace militaire. Oui, il avait même des aspects un peu psychorigides. On peut le dire. Dans ce qu'écrit Alain de Benoît dans la préface, il faut quand même dire que le livre est préfacé par Alain de Benoît, qu'il a très bien connu. Il l'a connu en 1962, qui fut un camarade, un compagnon de route. Il dit que ce n'était pas un maître à penser, il ne s'est jamais vu comme un maître à penser, il se considérait comme un artisan quand il écrivait un livre, mais que c'était un maître à se tenir. Tenue, le style, c'est l'homme chez Vénère. C'est central. Si vous voulez, chez lui, l'éthique, c'est l'esthétique. Elle se confond en permanence. L'esthétique du soldat, l'esthétique de l'activiste, l'esthétique du révolutionnaire. Donc ça, on le ressent dans les livres qu'il a publiés de son vivant. C'est qu'à un moment donné, il n'appuie pas complètement sur l'accélérateur. Mais c'est le propre des journaux. Là, il écrit... Alors, je ne veux pas dire qu'il écrit en roue libre. C'est Dominique Vénère. Donc, il est toujours réfréné, toujours bridé. Il n'empêche... il dit des choses qu'il n'aurait jamais pu dire dans je vais vous citer deux extraits, et ça, il n'aurait jamais pu les écrire ni dans les revues historiques, ni dans son œuvre littéraire. Ce sont d'abord un passage, parce qu'effectivement, il est très pudique. Il a fait la guerre d'Algérie, en première ligne, mais finalement, il en parlait très peu. Il en parle dans le Cœur rebelle, mais on est aussi dans une approche philosophique de la guerre, au sens large, et du guerrier, de l'éthique du guerrier. Là, il raconte quand même des épisodes de sa vie, et donc de la mort des autres.
Je cite ce passage. Il est chef de patrouille, il y a un accrochage dans le Djebel. Un Félaga est blessé, agonisant. Bon, les lois de la guerre et les conventions de Genève veulent que on l'exfiltre avec la patrouille. Bon, ça ne peut pas se faire parce qu'il faut aller très très vite. Et voici ce qu'écrit Dominique Vénère, c'est assez fort. Il faudra que je le flingue moi-même, au pistolet, dans la tête. Type qui me regarde venir, souvenir de chasse, etc. Tuer de sang-froid un type sans défense, je n'y étais pas préparé. Ses yeux sur moi. J'ai fait partir la section, je suis resté en arrière, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais c'est un peu de moi que j'ai tué aussi. Je n'avais rien contre ce type-là isolément. Rapport au retour, 2 points, vraie citation. Un fel tué lors de l'accrochage. Ouais. C'est fort. Ça, non, Ça, même, il en parle jamais. moi, quand vous le lisez, là, pour moi, c'est la 5e ou 6e fois que je l'entends, ce passage, ou que je le lis, il est poignant, bouleversant. C'est tout Vénère. Une sincérité à l'état pur, ne jamais tricher. Jamais absolument triché. Il est dans un commando en Algérie, il est sous-officier, il dirige un commando, c'est la guerre, donc il se livre sans phare. Sans phare, sans pathos, sans réécriture. Donc c'est tout le journal est de cet acabit-là. C'est pour ça que moi j'en viens à dire que c'est un journal où il y a une très grande profusion de notes, etc., qui va occuper 5000 pages au final. On se dirige vers 5000 pages, donc c'est un truc énorme, massif, un pavé, mais c'est le grand œuvre de Vénère, je trouve. On est déjà quand même ici sur 400 pages. 400 pages. Voilà. Et il y en aura une dizaine d'autres. Un autre passage, alors celui que je viens de citer était historique et biographique. Le suivant est beaucoup plus politique et de la même manière, même si on connaît la pensée de Dominique Vénère, mais il n'aurait jamais écrit ça tel quel. Voici ce qu'il dit. Constat. Plus personne ne croit à rien, ni au libéralisme qui n'a pas été inventé pour soulever d'autres montagnes que celles des actions en bourse, ni aux diverses variétés du marxisme-léninisme dont les épigones se sont si mal conduits. Finalement, les seuls types à peu près estimables dans l'énorme gâchis du XXe siècle, puisque nous approchons du bilan, il faut bien dire que ce sont les fascistes. C'est quand même... Ça aussi, c'est assez explosif. Oui, ça on ne le lit pas. Alors, écrit noir sur blanc. Ouais, ça on ne le lit pas de fait. Il y a des contraintes propres au journalisme. Il est directeur d'une revue, enfin de 2 revues. Il ne peut pas écrire ça dans sa revue, c'est pas possible. Moi, je ne pourrais pas l'écrire dans Éléments, ça n'est pas possible. Même si on a plus de liberté dans l'absolu, puisque c'est pas le même lectorat. Peut-être qu'on aurait pu l'écrire dans l'Île internationale, peut-être, et encore, à voir, mais j'en suis même pas sûr. Mais ça, il peut le confier à son journal. Et de fait, moi je crois qu'on peut le comparer au grand personnage du romantisme fasciste, pour reprendre le terme de Paul Ceran, qui est un grand historien de l'action française, des dissidents de l'action française, et qui a consacré un livre à ce qu'il a appelé le continent du romantisme fasciste, propre à la France. Alors, cet aspect cette notion de romantisme fasciste, c'est très important ce que vous dites, parce que c'est frappant. En fait, comme toute forte personnalité, Dominique Vénère est tiraillé entre le bien et le mal, l'ange et la bête de Pascal. Et il y a un côté chez lui stoïcien, donc c'est le lecteur d'Épictète de Marc Aurèle, celui qui se donne la mort, le Romain, la Virtu. Et un romantisme assez déroutant, je dois dire, pour qui l'a connu, qui est le leitmotiv de tous ces carnets. D'ailleurs, ce qui m'a frappé, c'est que les auteurs qui reviennent en permanence, ce sont Ernst Jünger, Ernst von Salomon évidemment, pour la partie guerre, expérience de la guerre, etc. Et pour la partie idéologique, Brasillac et Drieux. Donc véritablement des romantiques. Et jamais, sauf une fois à propos des pamphlets, il ne cite Céline. Et c'est intéressant parce que Brasillac est l'archétype un peu pour moi du boy scout volontaire. Et Céline, c'est l'anard désabusé. Donc, en fait, il n'aime pas tellement Céline, je crois. Non, il n'est pas célinien. Alors étonnamment, Paul Ceran, dans son livre sur le romantisme fasciste, où il met Rebatté, Brasillac, Drieux, naturellement, mais il met également Céline, qui est un peu une anomalie. C'est une anomalie, c'est une erreur de sa part. Oui, ils sont pas comparables. Il a été scout. Nourri du prince Éric. Voilà, oui, à 10 ans. Évidemment, à 10 ans, c'est formation. Puis c'est formateur. À 10 ans, tout d'un coup, l'enfant, le jeune adolescent,
découvre les codes de la chevalerie. C'est central, de la fidélité. Ça va l'accompagner tout au long de sa vie. À 10 ans, je crois que sa mère meurt quand il a 10, 11, 12 ans. Dans ces cas-là, vous devenez un homme tout de suite. Donc il devient un homme à 10 ans. Donc il se fabrique à partir de ces lectures-là qui restent centrales. Genre le prince Éric, la chevalerie. À 15 ans, il fugue, il quitte le foyer et il veut s'engager dans la Légion étrangère en Corse. C'est exactement Junger. Mais il est rattrapé par la patrouille. Voilà, c'est Junger. Un peu comme Junger dans Jeux africains. Voilà, alors qu'il n'a pas encore lu Junger. Il le lira beaucoup plus tardivement. Il est très proche, vous l'avez dit, de Ernst von Salomon. Donc cette atmosphère séditieuse, il se définit comme un bolchevique de droite. Un rebelle, un hérétique même, dit-il à plusieurs reprises. Il est assez proche de von Salomon. Et von Salomon, pour que les auditeurs le sachent, c'est un grand écrivain allemand qui a écrit après-guerre le questionnaire. Le questionnaire, c'était ce que les Alliés remettaient aux dignitaires nazis. Pourquoi vous avez fait ceci, cela? Donc il a fait un livre à partir de ces questionnaires. Il a répondu en tant qu'écrivain, en tant qu'Allemand, à ces questions-là. Mais surtout, il a écrit un livre qui a marqué toute une génération, les romantismes fascistes, c'est Les Réprouvés, sur l'assassinat de Walter Rathenau. C'était des corps francs. Les corps francs, ce sont les soldats démobilisés en 18, qui vont réprimer les révoltes spartakistes, enfin communistes en Allemagne, et puis après se retourner contre le régime de Weimar, parce qu'il s'allie avec les bolcheviks, ce genre de choses. Donc ce sont des soldats dans l'âme, ce sont des rebelles dans l'âme, ce sont des lansquenets dans l'âme. Donc c'est ce qu'est Dominique Vénère de fait. Et on est aux antipodes de Céline. Quand Vénère est en prison, il fait 3 fois de la prison. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Pour une critique positive. Ce qui est important, c'est que c'est positif. J'adore Céline, mais Céline, c'est le grand négateur. Oui. Vous êtes très gentil quand vous dites que c'est un art de droite. Non, c'est le grand négateur. Il ne croit en rien. C'est-à-dire qu'il ne reste rien après Céline. Il ne croit pas dans l'amour, il ne croit pas dans la sociabilité. Non, c'est un nihiliste. C'est le nihilisme dans sa splendeur. C'est un voyage au bout de la nuit. On ne sort jamais de la nuit chez Céline. Alors que chez Dominique Vénère, c'est là où vous avez raison. C'est un romantique, mais moi j'en suis un aussi. C'est que il conserve des signes d'espérance. C'est étonnant. Il n'est pas chrétien, Dominique Vénère. Je l'ai dit. Même s'il se suicide à Notre-Dame. Pour autant, il est porté par la vertu espérance. Il est porté par l'espérance tout au long de sa vie, pas seulement par la volonté. C'est-à-dire que nous allons pouvoir sortir de notre dormition. La fin du monde n'est pas devant nous, elle est derrière nous. Donc en effet, il est assez loin d'où les Ferdinand Céline. Moi, je suis éditeur, donc en tant qu'éditeur, c'est pas que je joue à Ponce Pilate. Par définition, je suis obligé d'élargir la focale, d'aller de Céline à Vénère, d'aller de Céline à Brasillac, d'aimer les deux. Et j'aime les deux sincèrement. Pour autant, les nourritures spirituelles, c'est Brasillac qui me les donne. C'est la lettre à la classe 60. Moi, je compare les carnets rebelles à la lettre de Brasillac qu'il écrit à Fresnes en cellule, à la classe 60. Donc, il s'adresse aux gens qui auront 20 ans en 1960. Et bien, Vénère s'adresse aux gens qui auront 20 ans en 2020. Il s'adresse à la jeunesse. Alors, évidemment, la jeunesse relève de ce continent romantique. Si on veut définir ce romantisme, il y a une hostilité tout au long de sa vie contre la bourgeoisie. On a pu penser quand il dirigeait, la nouvelle revue d'histoire ou enquête sur l'histoire au préalable, que c'était un écrivain installé proche des académiciens. Parce qu'il y avait beaucoup d'académiciens. C'était un très bon journal, 2 très bons canards. Pour autant, il est toujours resté le rebelle qu'il était à 20 ans, qu'il était à 15 ans. C'est frappant en lisant le journal. C'est porté par une incandescence, un feu, une violence contenue, parce que tout est bridé chez lui. Mais vous la sentez de partout, la violence. Donc il est resté fidèle à ses idéaux de jeunesse jusqu'à 70 ans. Et s'il se tue ainsi, c'est qu'il ne veut pas être... la vieillesse, la décrépitude, lui ferait renoncer à tous ses idéaux de jeunesse. Oui. Il avait été frappé. Mais il y a quand même cet aspect, d'ailleurs, c'est quand vous dites effectivement qu'il n'était pas catholique et que néanmoins... Chrétien. Il n'était pas chrétien et que néanmoins... Finalement, il suivait les 3 vertus théologales qui sont foi, espérance, charité. L'espérance. Foi, espérance, foi aussi, foi en ses idées, je pense. Pas en Dieu, mais en ses idées. Est-ce que, finalement, ce geste, quand il dit, je veux, par mon geste, réveiller l'Europe qui est en dormition. Dormition, c'est un terme éminemment religieux. Moi, je reviens quand même, on peut émettre des doutes sur ce geste, c'est-à-dire sur... Est-ce que véritablement, l'histoire le dira, mais est-ce que ça a véritablement réveillé les consciences et la jeunesse? Non, une partie d'entre elles, en tout cas moi, sa mort a réorienté ma vie, puisque là, elle n'avait pas besoin d'être politisée, mais elle s'est surpolitisée de fait, de plus en plus, après sa mort, donc le 21 mai 2013.
Mais elle n'a pas touché, mais on va voir, c'est l'avenir qui le décidera. Elle n'est pas sortie des cercles de lecteurs proches. Il y avait beaucoup de lecteurs à la NRH, c'était quand même jusqu'à 20 000 lecteurs. Hein. Donc ça touche quand même pas mal de gens, mais on aimerait que ça en touche beaucoup plus, que ça en touche 100 000, que ça en touche 1 million. Ça en touche 1 million, ça n'est pas le cas. Non, mais je vous réponds, Jean-Louis, ça n'est pas le cas. Pour autant, pour nous, et pour moi, rédacteur à Éléments depuis 25 ans, éditeur depuis 30 ans, cette mort, et je reprends le mot d'Alain de Benoît, a une dimension mythique. Hein. Moi, j'ai toujours en tête, j'en parle dans un papier que j'ai consacré au carnet dans Éléments, c'est que un peuple a besoin de retremper son âme à travers des actions d'éclat, des actions héroïques, hein, tous les 10, 20 ans, c'est ce que dit Machiavel. Hein. À travers ça, un peuple se produit en lui un processus se régénère. De régénération, de rénovation. Machiavel dit qu'on revient à son principe vital. Un peuple revient à son principe vital. Hein. De fait, pour la communauté de lecteurs de Dominique Vénère, c'est-à-dire 10, 20 000, 30 000 lecteurs, c'est insuffisant, je vous le concède. Hein. Cette mort a produit sur nous, agit sur nous comme un électrochoc. Hein. Donc tout notre travail aujourd'hui, en tout cas le mien, comme éditeur des Carnets rebelles de Dominique Vénère, hein, c'est de faire en sorte d'élargir ce cercle, hein, de briser le plafond de verre de fait, hein, qui réduit notre champ de tir, hein, donc l'élargir. Hein. On va y travailler dans... Là, vous donnez une magnifique définition de l'optimisme historique. Oui. Ce qu'était Dominique Vénère, finalement, exact, avec ce concept de mourir debout. Il n'est point nécessaire d'espérer pour entreprendre. Ouais. Et je crois que c'est ainsi qu'on peut résumer l'existence de ce personnage fascinant, il faut le reconnaître. Non, il est vraiment fascinant, vous avez raison, Jean-Louis. Merci beaucoup, en tout cas à vous deux. Merci Jean-Louis Tremblay, grand reporter au Figaro Magazine. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup François Bousquet, directeur de la Nouvelle Librairie, rédacteur en chef d'Éléments. Et ce livre dont je rappelle les références, Dominique Vénère, Carnet rebelle, des carnets inédits. Et on rappelle que c'est le premier volume et qu'il va y en avoir encore beaucoup d'autres. Ouais, exact. À la Nouvelle Librairie. Voilà, vous pouvez le retrouver à la Nouvelle Librairie. Merci encore. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.